Bon, bah, du coup, je démarre, et puis, bah, écoute, s'il y a du monde, il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, on s'en fout, quoi. Je pense à la... Je pense à la vidéo. Je pense au public sur le net. Allez, vas-y. Ok, bon, parlons monitoring. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam, j'ai un pseudo imprononçable sur Twitter, mais néanmoins qui était disponible, et je dirige une société qui s'appelle Clever Cloud. Clever Cloud, en fait, on fait ce qu'on appelle de l'IT automation, c'est-à-dire que les gens, ils pushent leurs apps. À partir de ce moment-là, on va les déployer, et on va faire en sorte que ça fonctionne, mais on va également faire toute l'application sustainability, c'est-à-dire monitorer une application, relancer ce qui plante, faire de l'automatique scalabilité là-dessus, être capable de faire les mises à jour de l'OS, enfin, c'est un cycle complet de la vie de l'application dans le contexte d'application de sustainability, et c'est une plateforme qu'on peut avoir en cloud ou on-premise. En faisant tout ça, on a à peu près des clients dans 2600 villes dans le monde et on a des très gros clients comme des tout petits clients. On a appris plein de trucs et on essaye de, à travers tout le support qu'on a appris et tout ce qu'on a appris à travers ça, de le reverser à la communauté et d'être des gens cool là-dessus. Donc comme je le disais, notre boulot à nous, c'est d'automatiser l'infrastructure. Quand on dit automatiser l'infrastructure, en clair, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? C'est que nous, les gens, ils arrivent, enfin c'est sur Internet, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils cliquent, ils sign up, et à partir de ce moment-là, ils vont se balader tout seuls sur le Clever Cloud, et on va pas nécessairement contrôler ce que les gens sont en train de faire, c'est-à-dire que n'importe qui peut arriver et déployer un applicatif. Et ça, en fait, pour gérer ça, on met en place que des VM, on a un système extrêmement sécurisé là-dessus, parce qu'on ne fait pas des containers, on n'exécute pas les applications des gens n'importe où, etc. Et pour gérer ce cycle de vie très compliqué des applications, et pour ne pas avoir à gérer tout ça, on fait ce qu'on appelle de l'immutable infrastructure. Donc j'ai donné des longs talks à propos de l'immutable infrastructure en français et en anglais sur comment ça marche. Mais en clair, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir que des instances qui sont extrêmement éphémères. C'est-à-dire qu'on démarre des instances, elles tournent, elles font leur vie, puis après elles meurent, et elles ont juste fait leur truc. C'est le fameux pet versus cattle, c'est-à-dire que on a des instances qui ne sont plus des animaux de compagnie dont on prend soin, mais vraiment du bétail. Et donc, on va pouvoir effectivement abattre le bétail. Et donc, les instances sont éphémères. Ce qui veut dire, d'un point de vue monitoring de service, que ce qu'on va tenter de faire, c'est monitorer le service rendu, c'est-à-dire que le site web est effectivement up, et non pas monitorer l'host, parce que comme du coup les hosts ils sont éphémères, on les crée, on les détruit, ils n'ont plus une réelle identité dans le service de monitoring, et donc en fait, ce qui a été fait pendant des années, c'est-à-dire monitorer des hosts, passe à la trappe, et donc la première chose, c'est qu'on monitore the unknown, dans le sens où on ne sait pas ce qu'on doit monitorer comme host, on n'a pas réellement de petit nom de l'host. C'est pas comme avant où on monitorait Front Application Server 1 et où il avait un nom. On monitore un host qui est éphémère et dont on veut juste contrôler le fonctionnement pendant le temps où il va être fonctionnel. Internet is good? Internet is good. Thank you very much. Moi, j'ai toujours adoré Internet. Enfin, je suis un grand fan de ce truc. Je ne sais pas qui a inventé ce machin. C'est vraiment génial. Vous avez déjà testé ou pas? Ouais, c'est assez nouveau. Et donc, en fait, la première partie du monitoring the unknown, c'est voilà, on ne sait pas combien d'hosts on va monitorer, on ne sait pas dans quel sens on va les monitorer. Et c'est un peu le problème pour toute infrastructure immutable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on monitore, en fait. La seconde partie du monitoring the unknown, c'est, chez nous, les gens, ils peuvent débarquer avec n'importe quel tech stack. Donc il y a celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui font du Kotlin, il y a des gens qui font des tas de trucs chelous dans du Docker, il y a même des gens qui font du .NET. Enfin, on ne sait pas en quoi les gens ils codent. Et donc, quand on dit monitoring the unknown, c'est on doit être capable de monitorer n'importe quel applicatif, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa stack. Et donc ça, c'est la deuxième partie du monitoring the unknown, c'est on ne connaît pas les applications qu'on monitore. C'est les gens qui nous amènent des applications, mais on leur parle jamais, nous, à ces gens-là. Donc, on doit être capable, en temps réel, d'adapter notre solution à leurs applicatifs. Donc la première chose, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'outils pour faire ça, c'est-à-dire que le monitoring, c'est un métier qui est aussi vieux que l'informatique, mais tous les outils, ils ont été conçus dans l'ancienne paradigme d'infrastructure, c'est-à-dire j'ai mes pets, j'ai mes serveurs que je connais bien, donc ils ont un petit nom, c'est le serveur application front one, il va bien, je mets des trucs dessus, je mets des agents, ils collectent des trucs, ça renvoie, ou alors c'est mon serveur MySQL, il a un grand nom, il a un slave, mais tout ça en fait, ça a été rendu possible et c'est des outils qui existent, c'est les Zabbix, c'est les Nagios, c'est les Centreon de the world qui existent depuis très nouveau.
nouveau, enfin qui existe depuis très longtemps, mais ça répondait pas à notre problème, puisque eux, ils ont besoin de connaître des hosts spécifiques, etc. Donc ça a posé beaucoup de problèmes. On pourrait être transparent, pendant longtemps, en fait, on a bricolé au-dessus de Zabbix, et on a piloté Zabbix à travers des softs pour lui faire ce métier-là, mais là, on est arrivé au moment où ça craquait, et il fallait qu'on trouve une autre solution. Donc on s'est dit qu'on allait construire quelque chose, vu qu'il n'y avait rien de dispo. Donc quand on dit on a construit quelque chose, on a commencé par poser c'est quoi notre paradigme de data et de quoi est-ce qu'on a besoin. Alors en fait, la data qu'on collecte, enfin le modèle de données dont on a besoin, c'est qu'en fait on a besoin de stocker des mesures dans le temps. On a essentiellement besoin de dire il s'est passé des trucs et on a des mesures qui sont à tel niveau, puis à tel niveau, puis à tel niveau, puis à tel niveau, un petit peu comme votre compteur de vitesse dans une voiture. Le niveau de données qu'on a, c'est ça. Et ensuite, on a besoin de l'analyser, et on a rarement besoin d'analyser la donnée elle-même, mais on a plutôt besoin de la remettre dans son contexte, dans un contexte de micro-batching. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut faire du monitoring en disant là j'ai de la data, là j'ai plus de data. Ça c'est le premier niveau, et effectivement, le j'ai plus de data est important. Par contre, le j'ai plus de data, en fait, c'est j'ai plus de data depuis combien de temps? D'habitude, la machine m'envoie de la donnée toutes les minutes, j'ai plus de données depuis 5 minutes, on peut considérer que j'ai un problème. Mais plus vraisemblablement, les problématiques que je vais avoir, c'est pas on utilise 95% du CPU. Enfin, c'est un problème d'utiliser 95% du CPU. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, j'ai une augmentation de la consommation CPU en moyenne mobile sur les 10 dernières minutes qui est de plus de 400%. On est donc probablement en phase de scalabilité et donc il faudrait réagir. Et ça, c'est vraiment de la donnée qui a besoin du data store du passé, en fait. Donc, on est dans du micro-batching, on est dans un modèle de données où on a besoin d'aller chercher de la donnée dans ce data store en permanence. Donc, on va passer notre temps à insérer de la donnée, mais à aller la chercher et l'analyser. Donc, ça, on sent qu'on va avoir de la computation un peu hardos là-dessus. La seconde chose, c'est qu'on n'a pas nécessairement les besoins d'habitude. On n'a pas d'acidité. Enfin, fondamentalement, il n'y a pas de transaction dans ce qu'on est en train de faire. La donnée de monitoring, on n'a pas besoin d'avoir la donnée de la machine A avant la machine B. Si on peut tout insérer en masse, ce sera très bien. On n'a pas trop besoin de full text dessus. On n'a pas trop besoin de liens. C'est vraiment pas une base de données traditionnelle dont on a besoin. Et on n'a pas de réel besoin de consistance. Une eventual consistency est bien suffisante pour ce qu'on est en train de faire. On n'a pas besoin d'être certain que toute la data est là à l'heure, dans le bon sens, etc. Par contre, on a un besoin massif de scalabilité. Donc, on communique assez rarement sur les chiffres de Clever, mais pour vous donner une petite idée de la scalabilité chez nous, juste le fichier de conf des frontaux, donc le fichier de texte dans lequel on met la conf des frontaux, chez nous, c'est un fichier de texte de 128 mégas. On a migré sur la nouvelle stack de monitoring là, le tiers à peu près des applications de juste une de nos zones. C'est un truc qui produit 100 gigas de data à l'heure. Donc on n'est pas dans une scale aujourd'hui où on peut se dire on va faire n'importe quoi. On est dans une scale où on a une réelle besoin de web scale comme on dit. On peut pas se dire on va bricoler sur du mononode. Donc en fait, ce dont on avait besoin, c'était d'un premier outil qui stockait la data. Et pour stocker la data, on est dans un cas précis qu'on appelle la time series DB. Donc la time series, c'est littéralement ça. C'est vous imaginez une ligne de temps sur laquelle on stocke des mesures, donc qui sont en général des chiffres, et qui sont ce qui nous intéresse à un instant T. Et en fait, la time series DB, c'est le petit nouveau des bases de données NoSQL. Vous vous souvenez du clé-valeur, vous avez la base de données documentaire, etc. La time series, c'est vraiment stocker une donnée dans le temps. En fait, time series DB, il y a un problème, c'est qu'il y a très peu d'acteurs sur ce marché-là. Et pour être tout à fait franc, c'est un peu une catastrophe. Donc l'acteur le plus connu, c'est un truc qui s'appelle InfluxDB. C'est un truc qui scale pas, enfin ça scale juste pas. Ça fait pas d'analyse, ou très très peu, il y a une espèce de SQL chelou qui permet d'analyser au-dessus. Mais globalement, si vous essayez de mettre même 50 000 séries en parallèle dans une time series, ça va péter. Et pour calculer votre nombre de séries, vous prenez le nombre de machines que vous avez, multiplié par le nombre de points de métrique que vous allez prendre, vous avez le nombre de séries. Donc imaginons que vous avez 1000 machines, vous avez 100 points de métrique à la minute, vous avez 100 000 séries, quoi.
Et ça va assez vite d'avoir 1000 machines et 100 points de métrique à la minute. Donc voilà, Influx, ça scale pas. En fait, la capacité de clustering du truc ne tient pas la charge et l'analyse, bah, elle marche quand elle est de bonne humeur. Donc ça posait un problème fondamental. L'autre solution qui est le truc Hype, donc qui fait partie de Cloud Native Foundation. Cloud Native étant en soi un truc qui m'énerve énormément parce que, en fait, je vois pas comment on peut builder des applications et dire aux gens, pour migrer, il va falloir que vous soyez Cloud Native. C'est quoi Cloud Native? Vous allez tout réécrire. Enfin, c'est complètement con. Aujourd'hui, il faut gérer le legacy. Mais bref. Prometheus, ça tient pas la charge. C'est pareil. En fait, c'est comme InfluxDB. Prometheus, ça fait partie de toute cette nouvelle génération de database. Bonjour, on écrit en Go rapidement notre propre serveur, on va faire notre propre consensus, notre propre data storage. C'est très sympa, mais c'est pas du tout sec. Et en fait, Prometheus, quand on a essayé de lui mettre la data de notre cluster de test, il a explosé en vol parce que le clustering de Prometheus marchait pas. Et il y a un autre problème, c'est que son analyse, elle est basée uniquement sur la donnée qui est très fraîche. Tu peux pas aller tirer de l'analyse de très longtemps dans Prometheus. Et donc, du coup, tu galères vachement à écrire tes triggers. Et plus tu écris de triggers, plus le cluster est chargé. Et comme tu peux pas réellement découper les systèmes d'analyse du stockage, en fait, ton cluster Prometheus, assez rapidement, il explose. Et donc, ça répondait pas à notre problème. En plus, pour contribuer, il fallait qu'on se mette à écrire du Go tout plein pour faire de la big data. J'avoue qu'on n'était pas nécessairement hyper fan. La solution time series historique, c'est un truc qui s'appelle OpenTSDB. Donc ça s'appuie sur Hadoop. Alors OpenTSDB, ça marche. Vous lui envoyez plein de data, il les stocke. Par contre, après, vous avez un tas de fichiers stockés sur HDFS. Et si vous voulez les analyser, vous êtes parti pour écrire vos propres jobs Hadoop. Donc à partir du moment où vous allez vouloir vous palucher la data qui est dedans, vous êtes parti pour écrire beaucoup de Java. Et donc non seulement pour l'analyse, mais pour faire des triggers du coup en analyse en continu, vous êtes parti pour vous écrire vos propres trucs. Donc là, j'avoue que c'est un peu la galère. Et donc pour être tout à fait honnête, quand on a voulu changer la stack de monitoring il y a 1 an et des bananes, j'en étais arrivé à la situation qu'on allait faire globalement du Cassandra. Parce que Cassandra, il a la lecture continue, donc tu peux lui bourrer plein de data. Si tu prends que les data des dernières heures, ça va bien se passer. Ce qui est chiant, c'est d'aller chercher les très vieilles data. Et puis on va caler du AK persistance là-dessus, avec un peu de AK stream, et puis ça allait le faire. Pour être honnête, j'étais vraiment dans la situation de ce petit garçon, quand j'en étais à ce niveau-là de la situation. Je me disais, ça va être chiant. Ça va juste être chiant. On est parti pour écrire des tonnes de stuff pendant une éternité, et ça va être très dur. Et c'est là que j'ai rencontré un autre outil open source qui est très intéressant, qui s'appelle Warp 10. Alors Warp 10, c'est quoi? C'est une base de données time series. C'est une base de données time series qui est écrite en Java, que vous pouvez lancer très facilement en standalone. C'est-à-dire que vous avez un fat jar, vous faites un java-jar, vous lancez le machin, il y a du e-level-db derrière qui va tourner, ils ont un bus interne et il va se tourner en standalone. Vous pouvez le lancer sur un Raspberry Pi si ça vous branche. Pour être tout à fait honnête, Warp 10 n'est pas complètement une time series, c'est une géo-time series, c'est-à-dire que chaque data, vous la placez à la fois dans le temps et dans l'espace. Vous pouvez lui donner un latitude, longitude, élévation, ce qui est relativement pratique quand vous faites de l'IoT. Mais surtout, Warp 10, il y a un modèle distribué. Et en fait, en modèle distribué, ils ne se sont pas trop pris la tête. Ils ont pris ce qui se faisait de mieux dans l'écosystème Big Data, ce qui était mature. Donc globalement, toute la galaxie dans la fondation Apache. Et donc le consensus est fait par Zookeeper. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Zookeeper, mais néanmoins, il y a un intérêt à Zookeeper, c'est que ça fait à peu près 15 ans qu'il est en prod. Donc on a des vraies user stories à propos de comment faire tourner Zookeeper à large scale en prod. Et puis de toute façon, ils en avaient besoin, puisqu'en fait, le stockage et l'analyse est fait dans Hadoop. Pour être plus précis, c'est fait dans HBase. Mais l'Event Bus est, lui, fait dans Kafka. Donc de toute façon, également Zookeeper dans l'histoire. Et donc tout ça, c'est ce qui permet la scalabilité du truc. Ce qui vous permet une scalabilité linéaire de votre cluster. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui fait le point de contention, ce qui fait les points de scalabilité, c'est Hadoop, Kafka et Zookeeper. C'est des trucs dont on sait déjà faire la scalabilité, qui existent et qui fonctionnent. Et en fait, de ça, Hadoop, Warp 10, c'est un jar qui est capable, via sa configuration, d'adopter plusieurs rôles. Et ces rôles-là, en fait, ils sont stateless, ou quasi-stateless, j'y reviendrai, là-dessus, et ils vont se brancher dans ce système-là pour faire leur fonctionnement. Donc, c'est pas trop chiant à déployer. Et donc, du coup, grâce à ce modèle-là, on a une scalabilité de stockage qui est très intéressante.
Notamment parce que le stockage dans le HBase, il a été pensé pour faire du monitoring. Prenons un cas, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire ça, par exemple avec Elasticsearch, sauf qu'avec Elasticsearch, vous stockez toute la metadata avec, et donc très rapidement, ça vous coûte une fortune en stockage. Là, vous avez une compression de la data de monitoring qui est hyper forte, et qui est intéressant quand tu commences à produire 100 gigas à l'heure, tu as un peu envie de compresser quand même ce qui se passe. Tu as envie que ton stockage soit compressé. Ensuite, on a eu besoin d'avoir un agent. Donc l'agent, c'est quoi? C'est le truc qui... Donc on a stocké la data. Maintenant, on a un agent pour envoyer la data. Donc c'est le truc qu'on va déployer sur toutes les machines virtuelles, qui va lui prendre de la data et l'envoyer. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a regardé un peu tout ce qui se passait sur le marché. Donc l'idée a été de dire on va piquer un agent qui existe déjà plutôt qu'en réécrire un. Donc l'agent, c'est le truc, nous on a choisi Telegraph, donc qui est la société qui fait une FluxDB qui a intégré Telegraph, parce qu'en fait c'était un projet open source externe avant. Donc c'est un agent qui est écrit en Go. Donc ça a un côté pratique, vous avez un seul fat binaire que vous droppez sur le système, vous avez peu de dépendances, c'est assez simple, enfin, le truc se drop facilement dans n'importe quel système. Et il a plusieurs objectifs pour nous. Donc l'agent, c'est quoi son rôle? Son premier rôle, c'est de collecter de la data. Donc pour collecter de la data, il va en chercher dans le système, les connexions ouvertes, les files ouverts, etc. Enfin, la mémoire vive, le CPU usage, le load, l'uptime, le stockage, enfin, toutes les métriques système habituelles. Il a des connecteurs pour plein de softs spécifiques. Donc après, vous allez sur l'information de Telegraph, mais il sait aller demander à MySQL quel est son état, à PostgreSQL quel est son état, il sait aller demander à Apache quel est son état, etc., etc., etc. Donc il fait à ce moment-là la collection de la data. Et il est également capable de s'interfacer avec d'autres protocoles. De toute façon, vous pouvez écrire facilement un plugin. Après, c'est le problème de faire des plugins en Go, c'est que vous devez faire toute votre compilation et toute votre mambo-jumbo à la fin pour que ça tourne. Mais néanmoins, vous pouvez très bien imaginer aller collecter du JMX. Donc nous, ça faisait partie de la liste. Donc le JMX, c'est le système de monitoring interne de la JVM qui est en Java et qui vous permet de récupérer tous les fonctionnements internes de la JVM. En fait, ce qui se passe, c'est que pour collecter du JMX, on fait toujours un peu tous la même chose. On crée ce qu'on appelle un agent de la JVM, qui est un jar qui vient se plugger dans la JVM, qui va récupérer toutes les datas du JMX et nous les envoyer par un autre biais. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. On a un truc qui est un agent de la JVM qu'on inclut en fait au démarrage. C'est dans la command line, quand vous lancez Java, vous pouvez inclure un agent qui va récupérer toutes les données JMX et les transférer à Telegraph dans notre cas. Et donc là, on voit qu'on a, donc là par exemple, c'est des opérations, invocations, etc. Enfin, c'est tout ce qu'on peut faire avec JMX et vous pouvez récupérer tout, l'état de la heap, la stack, le nombre de threads lancés, enfin, tout le fonctionnement interne de la JVM. Mais encore plus, vous, en tant que développeur Java ou n'importe quel langage qui tourne sur la JVM, vous pouvez exposer de la data via JMX, ce qui est extrêmement pratique dans votre code, parce que comme ça, vous pouvez publier de la data. Et nous on devait récupérer aussi cette data-là, donc c'est pour ça que c'était important qu'on ait une interconnexion JMX. Tiens, c'est con, j'avais une illustration du protocole. Bon, il y a un autre protocole qui est pas mal utilisé, qui s'appelle StatsD. Alors StatsD, c'est un protocole qui est très simple, c'est des trames UDP, nom de la métrique, et t'envoies ça en vrac. C'est vraiment pratique parce que ça permet d'envoyer de la data StatsD. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que le Telegraph ouvre un port d'écoute UDP local à chaque fois, et donc n'importe qui peut envoyer de la data via StatsD dans le Telegraph qui du coup va collecter la data. Donc notamment en Node, vous avez beaucoup de plugins qui vont aller se brancher en Middleware Express par exemple pour collecter de la data dans votre application Node via Express et l'envoyer via StatsD dans le Telegraph. Donc StatsD est hyper employé en Ruby, en machin, puis de toute façon écrire un connecteur StatsD c'est 4 lignes de code, c'est hyper simple, et ce qui vous permet d'envoyer de la data comme ça, donc soit en utilisant des plugins pour votre framework, soit directement vous envoyer de la data dans le StatsD. Et puis pour finir, les gens de Prometheus faisant jamais comme tout le monde et ayant décidé que envoyer de la data via un autre truc que HTTP était, je ne sais pas pourquoi, mal, ce que Prometheus a fait, c'est qu'ils ont fait une espèce de specs où ils te disent sur /_metrics, tu peux exposer un JSON dans lequel tu vas mettre tes métriques de monitoring et on va venir le pouler. Je
pas nécessairement hyper fan de cette méthode-là pour faire du monitoring, mais admettons, si des gens veulent faire du pull et non pas du push sur le monitoring, tu peux faire ça. Donc le format Prometheus, on devait le supporter aussi, parce que tu vas toujours trouver une bande de cakes qui veulent absolument être cloud native, tout ce que tu veux. Et du coup, tu te retrouves à devoir supporter ce modèle-là. Moi, je trouve que c'est une faille de sécurité et qu'en plus, ça peut poser plein de problèmes, mais admettons. Et donc, la capacité à aller traquer du Prometheus, voire même à lancer un deuxième web server au sein de votre application, qui va, elle, exposer que le Prometheus et être restreinte à localhost. Et donc, le télégraphe va venir pouler de façon régulière la data au format Prometheus pour être capable de collecter toute cette data. Donc là, c'est l'ensemble des systèmes qu'on a pour collecter de la data avec l'agent sur le système. Sauf que nous, par ailleurs, on a un système un peu compliqué d'auto-reconfiguration de l'agent en fonction de ce qui est booté, pas booté, etc. Qui a un autre soft écrit en Rust qui décide comment Telegraph va fonctionner et qui wrap l'ensemble du truc. Et une fois qu'on a tout ça, eh ben, l'agent, son boulot, c'est de récupérer tous ces metric points et au lieu d'envoyer en permanence tous les points de métrique au cluster, ce qui serait très chiant parce qu'on a à peu près 100 points de métrique à la minute, hein, donc voilà, après ça dépend des applications, si tu exposes plein de JMX, si tu envoies plein de data dans le StatsD, ça monte, si tu es un peu moins vorace, tu en as moins, enfin voilà, l'histoire elle est là, mais ça fait quand même plein de points de métriques. Si on envoyait tous les points de métriques en direct au cluster Warp 10, il finirait par en avoir marre. Donc l'un des boulots de l'agent, c'est de collecter tout ça, et globalement, dès qu'il a beaucoup de points de métriques, soit à la minute, ou etc., enfin c'est une configuration relativement comme ça, prendre tous ces points de métriques et les envoyer au cluster. Et donc là, il push la data au cluster. Donc ça, c'est globalement le boulot de l'agent de collecte. C'est un point qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, toute la sécurité de Warp 10 et la façon dont on voulait que ce soit designé est basée sur des tokens. C'est-à-dire que quand on déploie l'applicatif et son monitoring, au lieu de faire un modèle où on va avoir des users, mots de passe pour chacun des trucs qui doit envoyer de la data, etc. On va avoir des problèmes de qui peut lire, écrire, tag à date fin de soin. On va juste filer des tokens et les tokens ont des droits spécifiques. C'est-à-dire que quand une machine virtuelle démarre chez nous, on lui file un token d'écriture, donc avec elle ne peut pas lire de données dans le cluster, elle peut juste en envoyer, et elle peut envoyer de la data uniquement si elle est taguée avec son instance, son application name, etc. Elle ne peut vraiment faire que ce pourquoi elle a été faite, c'est-à-dire envoyer de la data sur ce token-là. Et donc, il va envoyer de la data sur ce token-là, et on parle en Warp 10 en HTTP, et du coup, régulièrement, Warp 10 récupère sa data. Ce qui est très intéressant dans le token-based security, c'est qu'on peut faire exactement la même chose à tous les niveaux du système. En fait, on encrypte un crypto-token, donc on n'a pas besoin d'avoir d'endroit où on va répliquer ce crypto-token et un point central de lecture. C'est vraiment un crypto-token qui est forgé, et pour la lecture, c'est pareil. On peut faire des crypto-tokens qui ne permettent que de lire la data dans le cluster Warp 10, à condition qu'elle soit taguée machin, 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 et donc s'assurer que la personne ne peut lire que des tokens qui lui sont dédiés. Parce que du coup, on retag toutes les datas avec les datas des gens. Si vous voulez en apprendre plus sur les tokens, j'en parle dans un talk que j'ai donné à propos des problèmes qu'on rencontre dans les microservices. Donc vous avez des versions en français et en anglais sur YouTube. Et notamment, les crypto-tokens sont aujourd'hui une chose à considérer quand on doit faire de l'authentification dans un contexte microservice ou non d'ailleurs, et notamment JWT ou les macarons. Qui sont deux modèles de tokens, et je vous recommande vraiment de vous intéresser à cette idée de crypto-token de ça. Donc, je reprends ce problème de monitoring. On peut maintenant envoyer de la data de toutes les VM, on peut envoyer de la data de d'autres infrastructures parts. J'avoue de ne pas avoir évoqué ça avant, mais concernant votre application, ce qui serait intéressant, c'est de savoir le nombre de requêtes qui sont hit sur votre appli. Mais ça, en fait, elles sont collectées à un autre endroit. C'est les reverse proxy qui collectent et qui, du coup, envoient une nouvelle série temporelle liée à vos nombres de requêtes, etc., pris dans les frontaux reverse proxy. Et en fait, ça, du coup, elles sont envoyées depuis d'autres parties de l'infrastructure. Et donc, toutes les datas sont bien envoyées, sont bien stockées. Donc, on a réglé le problème. Maintenant, il nous reste à gérer l'analyse de données, la capacité à trigger des alertes et le display. Donc allons là-dessus. En fait, Warp 10 fournit un truc pour requêter les données, qui est un truc qui s'appelle Warp Script. C'est un langage à pile. L'intérêt, c'est que son exécution est du coup distribuée dans l'ensemble du cluster Hadoop. Et globalement, on lui file un token. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir
faire des requêtes en Warp Script et récupérer toute la data. On a à peu près 800 fonctions d'analyse qui sont fournies dans Warp Script et des trucs qui paraissent cons comme ça, mais qui sont en fait chiants à faire, genre la bucketisation. La bucketisation, c'est quand vous avez de la data qui est hétérogène en termes de timing, c'est-à-dire vous allez donner de la data toutes les minutes, puis toutes les heures, puis des fois toutes les 45 minutes, et que vous voulez en fait un truc un peu propre pour faire une jolie frise, bah vous dites je veux de la data faite à l'heure, et il fait de l'extrapolation, il nettoie les datas dont il n'a pas besoin, etc. Et il fait une jolie bucketisation bien propre qui vous donne 1 point de data par heure. Ça, c'est assez chiant à coder. Tout ce qui est moyenne mobile, c'est relativement chiant à coder. Enfin, toutes ces fonctions-là d'analyse, elles sont fournies par Warp Script. Donc, vous avez tout ça, vous avez un langage à pile et vous pouvez faire des Warp Script relativement massifs qui va traiter toute cette data-là. Sachant qu'en plus, Warp Script supporte des regexp. Donc, quand on stocke une data dans Warp 10, en fait, on lui donne un nom qui est la série temporelle. Et là-dessus, on peut rajouter des labels. Et en fait, le nom ou les labels, on peut faire des regex dessus quand on requête. Donc, assez rapidement, on se retrouve à faire des noms qui sont en classe avec des points dedans, comme une classe Java. Et du coup, quand on requête, on fait des labels, on récupère de la data comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, on fait notre analyse là-dessus et on récupère la data. C'est là où je peux rentrer un peu plus dans les différents rôles d'un Warp 10. Pour vous la faire très très courte, vous avez un truc qu'on appelle les ingress, qui est globalement le truc à l'entrée qui reçoit la data et qui la balance dans le Kafka. Vous avez le directory qui tient la mémoire de où est-ce que sont les séries temporelles, pourquoi, quand et dans quel sens. Donc ça, c'est la seule partie où il y a de la donnée chaude dedans, c'est-à-dire que le directory il garde en RAM l'état des séries temporelles. C'est ce qui fait que quand on va dépasser les 50 millions de séries temporelles concurrentes dans un Warp 10, on va commencer à avoir des difficultés parce que si jamais on doit relancer un directory, il faut qu'il absorbe énormément de data du Hadoop pour se relancer. Donc on peut arriver à des temps de boot du cluster en cas d'incident à 40, 50, 60 minutes, le temps qu'il aille chercher la totalité de la data, ce qui peut commencer à devenir chiant. Donc c'est là où on peut avoir des stratégies de virer des séries temporelles dont on n'a plus besoin, ce genre de choses. On a une brique qui est le store, dont le boulot est globalement d'écouter ce qui passe sur le Kafka et d'envoyer dans HBase. Il y a le egress qui, lui, le boulot, c'est de recevoir des requêtes Warp Script, de lancer les tâches Hadoop et de te renvoyer la réponse. Les web calls, c'est un truc un peu particulier, c'est qu'il y a des fonctions dans Warp Script qui te permettent de faire appel à des web services au milieu de ton Warp Script pour avoir de l'information complémentaire. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que cette brique-là, son boulot, c'est de faire les appels web services. Plasma, qui est une brique un peu particulière. Plasma, ça vous permet de vous brancher sur le flux Kafka en fait, d'événements entrants, avec la brique de sécurisation par token. Donc là, c'est notamment si vous avez vraiment besoin de consommer tous les événements qui arrivent en direct. C'est un cas d'usage un peu particulier, mais ça vous permet globalement de vous mettre au cul du Kafka à la sortie de l'ingress avant même que le truc soit stocké dans le HBase. Le runner est un point qui est très intéressant parce que du coup, c'est le truc dont on avait besoin. Le runner, en fait, c'est le système à qui on peut donner une série de scripts, Warp Script, et on lui dit tu les exécutes toutes les minutes. Et en fait, c'est là qu'on va pouvoir placer notre trigger. C'est là où on va exécuter en fait des micro-batchs en permanence. Et le micro-batch va du coup sortir la data et en fonction de ce qu'on a mis dans le micro-batch, décider de faire des appels, etc. Et donc, c'est le runner qui est le point en fait comme ça qui permet de vous générer votre trigger, qui est le point important dans le monitoring. Et vous avez pour finir le fetcher. Le fetcher a l'air moins important comme ça, mais en fait, c'est le truc qui vous permet de vous connecter à tout l'écosystème Hadoop Big Data. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser du Warp Script et la totalité de Warp 10 dans un contexte où vous allez lancer une topologie Storm ou un Apache Pig ou enfin n'importe quoi. Donc en fait, le fetcher, il vous permet juste de mettre à disposition du cluster Hadoop et des éventuels autres softs qui tournent dans le cluster Hadoop toute la data que vous avez dans Warp 10 et toute l'exécution du Warp Script. Donc c'est quand même assez important. Donc du coup, on a réglé notre problème de trigger, on a juste à micro-batcher du Warp Script, donc il faut gérer un truc qui va décider ce qu'on micro-batch et tout, etc. Mais on va en permanence micro-batcher tout ce qui arrive et ce qui est entrant, et ça va scaler linéairement puisqu'on l'exécute dans Hadoop. Et en fait, la façon dont on va procéder, au lieu en trigger de tout de suite émettre une alerte, c'est pas comme ça qu'on fait. Les micro-batchs s'exécutent et là, en fonction des résultats d'exécution, on va créer une nouvelle série temporelle qui sont les warnings. Et donc, on va recréer de la data, en fait,
en permanence, ce qui va nous permettre de conserver la donnée des triggers qui ont été levés. Donc les alertes, les triggers, etc., ils ne sont pas directement envoyés. On va recréer en temps réel des événements dans une nouvelle série temporelle qui est là, il y a une data qui semble anormale. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une autre brique qui pourra écouter dans Plasma ou Kafka tous les événements de cette queue-là et prendre les décisions qui s'imposent. Donc les décisions qui s'imposent, ça peut être poster sur Slack, envoyer un SMS à l'astreinte, relancer une application plantée, etc. Il va se passer plein de trucs dans ces queues-là et c'est à ce moment-là en fait que ça va être fait et c'est uniquement à cet endroit-là qu'on va le faire, ce qui me paraît plus intelligent parce que comme ça on va garder l'historique de l'ensemble des alertes qui sont produites dans le monitoring, y compris on peut du coup détecter des comportements anormaux et les stocker dans le système, mais ne pas avoir d'action dessus. Par contre, si derrière on rentre dans une phase d'analyse de l'application, se dire qu'à ce moment-là, il y avait ça, ça et ça qui était quand même un peu bizarre déjà. Ça rentre aussi dans une stratégie qui est l'immuable database, c'est-à-dire qu'on stocke toute la data, on n'en supprime jamais, on essaie de tout stocker, et donc notamment le fait d'avoir appelé des services externes, c'est quelque chose qu'on stocke, le fait d'avoir émis une alerte, c'est quelque chose qu'on stocke pour pouvoir éventuellement refaire de la data et de l'intelligence dessus, peut-être un jour appliquer du machine learning pour être capable de préemptivement détecter les fails et les catastrophes, donc on va tout booter là-dessus. Donc si je reprends mon job de tâche à faire, on envoie de la data des VM, on envoie de la data d'un peu où on veut dans l'infrastructure puisqu'on est en token-based security, on a du stockage de la data, on est capable de l'analyser et on est capable d'avoir un flux d'exécution de micro-batching dessus pour générer nos triggers. Reste à la donnée à l'utilisateur qui puisse s'en servir. Alors pour ça, il y a un truc qui est très cool, c'est que Warp 10 est fourni avec un truc qui s'appelle Quantum. Et en fait, Quantum, c'est quoi? C'est à la fois ce tool, ce que vous voyez, qui vous permet d'écrire du WebScript, de l'exécuter, qui est simple, mais c'est également une librairie JS en polymère qui vous permet de l'intégrer n'importe où dans votre applicatif de façon très simple, parce que du coup, vous avez une librairie graphique qui vous permet soit de display de la data, soit carrément d'aller dans du graphe de la data que vous venez de requêter. Et donc, ce Quantum vous permet de faire tout ça, c'est vraiment très pratique. Et donc à partir de ce moment-là, c'est assez simple de rentrer dans une stratégie de display de la data. Alors après, reste la question de quelle data exposer à qui, quand, pourquoi pour l'utilisateur, ce qui est une question relativement compliquée, parce que comme on a 100 points à la minute, ça fait beaucoup de data, donc la question c'est si je te file la data en vrac, comment tu vois la data? Donc en fait, ce qu'on a fait chez Clever, c'est qu'on a adapté des librairies JS, parce qu'en fait, du coup, dans la console, pour X raisons, on n'avait pas envie d'intégrer Quantum en polymère. On a commencé par retravailler d'autres modèles de visualisation, et notamment une visualisation générale basée sur Cubism, qui est un truc codé par Square, qui vous permet de display des séries temporelles comme ça, de façon très compacte, d'en voir beaucoup de façon très compacte. Donc on fournit ce truc-là et en fait on template de la data. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le cas d'un PHP, on fournit le nombre de workers en travail, le nombre de requêtes par seconde, parce qu'on a été fetcher cette data-là directement, automatiquement, on l'a ingéré d'Apache. Mais là, donc là, c'est un zoom sur ce que je viens de montrer avec les workers et les requests par seconde. Mais si par exemple, ce qu'on veut, nous, c'est accéder à de la JVM, ce qui est intéressant, c'est l'allocation mémoire qui va être faite dans la JVM. Et donc, du coup, on va changer dynamiquement. En fait, on a templaté pour chaque framework, langage, etc. On détecte les données qui nous sont envoyées pour essayer de fournir aux gens la donnée la plus accurate à un instant T. Et on va open sourcer ça sur des repos GitHub, ce qui va permettre aux gens de contribuer à des templates. On va essayer de faire un format relativement simple là-dessus, ce qui pourra permettre même à d'autres gens de les réimporter dans un système Prometheus, etc. Et c'est plutôt de contribuer à une espèce de base de données de quand je fais du Spring sur du Java et que j'ai Mongo en dépendance, alors il paraît intéressant de récupérer telle métrique. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de display à chaque fois un dashboard par défaut
qui a du sens pour l'utilisateur, et c'est assez délicat, parce qu'en fait, à chaque fois, on est obligé d'y réfléchir, sachant que là-dessus, on digue dans des tonnes de points de données. Et là, vous voyez bien qu'il y a des tonnes de trucs dans la JVM dont, en fait, on n'a rien à foutre, parce que dans ce cas-là précis, ce n'est pas du tout utile. Alors que si on avait, par exemple, A4 booté quelque part dans l'infrastructure, ça pourrait être utile de s'en servir. Là, on est sur un autre truc où on a déployé du Haskell et où du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est l'état du garbage collector Haskell à un instant T, ce qui, dans le cas d'une application Node.js, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas de garbage collector Haskell, donc on n'a pas de point de métra à mettre en face. Et donc là, par exemple, on va choper la data de KG dans Haskell pour le fournir, et on a des requêtes par seconde de l'autre côté. Donc voilà. Et pour aller plus loin là-dessus, ce qu'on fait, c'est que dans la console de Clever, on donne directement, donc on donne l'exposition que je vous ai mis là, mais on donne également directement accès au Warp Script, ce qui permet aux gens de directement aller regrapher leur propre système et taper du Warp Script, puisque comme ils ont un crypto token qui a usage unique, d'ailleurs c'est pour ça que je peux me permettre de balancer les crypto tokens à l'écran, parce que là, celui-là il est déjà expiré par exemple, comme vous avez accès à des crypto tokens qui sont à usage hyper spécifique, bah, tu ne peux pas faire grand-chose de mal, et donc chacun va pouvoir aller s'amuser avec sa data, puisqu'elle a été stockée, les datas qu'il a envoyées, qui lui sont perso, qu'il peut envoyer vers StatsD, et faire ses propres graphes, les donner, les montrer sur un écran, etc. Donc, via ça, on a permis d'améliorer le travail du développeur, sa joie et sa productivité, ce qui était quand même l'objectif initial. Parce que, encore une fois, je ne vois pas comment on peut demander à des développeurs de travailler s'ils n'ont pas accès aux métriques et aux logs. Ce que je vous propose, c'est une petite démo de voir à quoi ça ressemble en temps réel, parce que toutes les graphes sont en temps réel, et là, il n'y avait que des captures d'écran si on le fait. Donc, imaginons que je me connecte sur Clever Cloud. Donc, par exemple, je vais rentrer dans un endroit de démo. Si je crée une application là tout de suite, donc je peux créer une application temps réel, à condition que le network décide de marcher. Donc là, je vais créer une application que je vais aller chercher directement sur GitHub. Donc là, c'est juste une petite application Node.js que je déploie très rapidement. Je ne vais pas m'intéresser au scaling là, parce que ce n'est pas le but. Voilà, je la boot à Paris. Pourquoi je reboot ça? Je sais que cette application-là, elle va avoir besoin d'une base de données Mongo, donc je vais lui demander de créer une Mongo également. Et donc là, je suis en train de créer mon application. Donc là, il va aller me créer ma base, enfin, il va me booter ma base de données Mongo, il va me proposer de créer de la config, mais ça me va. Et du coup, là, il est en train de... Ah merde. Pourquoi cette application attend que je lui push dessus? Ah ok, tout à l'heure j'ai merdé, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai créé une deuxième application, ça sert à rien, c'est pourri. Donc là, est-ce que l'application, ouais, là, elle est basée... L'application, elle est basée, ouais, elle est plus basée sur GitHub, ok, ça marche. J'ai en créé une en speed. Je sais pas pourquoi, j'ai dû merder dans un raccourci clavier. Donc là, j'ai la base. Donc là l'application, en fait, donc là, on va rebooter encore une Mongo. La Mongo va être bootée, une machine virtuelle va être bookée. Je n'ai pas besoin de rentrer de config. Et là, en fait, il va tout de suite aller chercher le code source sur GitHub pour booter mon applicatif. Donc c'est quand tu veux pour démarrer l'application, ou alors j'ai un problème de net et du coup je ne reçois pas les logs en temps réel. Si, c'est bon. Donc là, on va recevoir tous les logs en temps réel. Donc les logs, c'est la prochaine étape de toute la démarche que je vous ai expliquée. L'idée, c'est que les logs, on va du coup les envoyer également dans cette base-là. Comme ça, on aura une synchronisation des logs et de la météorologie de l'application, ce qui te permettra, quand tu vois une espèce d'événement, d'aller le sélectionner et de voir en synchronisation quels sont les logs applicatifs. Tu feras des
tu as 100 de mesure par minute, tu feras des lots de logs? Non, en fait, les logs, je les stocke comme des événements applicatifs. Donc unitaire, tu reçois un log, tu fais une. Ouais. Ce qui pose un certain nombre de... En fait, c'est assez chiant rapport au... Parce que là, on a booté une machine virtuelle et il est en train de déployer mon machin. En fait, c'est assez chiant, cette histoire de log, parce que je suis obligé de grouper les logs. Parce que tu sais, les logs, en fait, quand par exemple, tu as une stack trace en Java, tu es obligé de savoir dans quel ordre ils sont exactement pour pouvoir les grouper, parce que sinon, les logs multilignes merdent. Et ça, c'est vraiment un problème qui est... Enfin, c'est pour ça que c'est pas fini, c'est un problème. Donc là, voilà... J'ai pu booter mon applicatif en quelques secondes et je peux me servir de mon applicatif sur Clever. Et donc voilà, mon applicatif est fonctionnel et il insère des data dans la database. Et en fait, tout de suite, si jamais je vais dans mon applicatif, je vais me rendre compte qu'on a ici des metrics. Ah ouais, c'est le moment où j'ai oublié de déployer avec des metrics. C'est un peu dommage pour ma démo du coup. Ça va me permettre de vous montrer qu'en fait, si je décide de redéployer, mon application est en train de déployer. On voit bien dans l'activité que j'ai un nouveau déploiement qui est en cours. Pour autant, l'ancienne application est toujours en train de fonctionner. Parce qu'en fait, tout Clever fonctionne en blue-green deployment. Donc, on va attendre qu'il y ait un nouveau déploiement fonctionnel pour basculer, ce qui vous permet de déployer 30, 40, 50 fois par jour sans jamais avoir de downtime pour votre utilisateur. Et donc on voit ici dans les logs qu'on est en train de déployer une nouvelle version de l'application où là on voit qu'on a les logs de 2 déploiements, le running, etc. Et là, comme du coup j'avais déjà chauffé le cache avec le système, ça a été beaucoup plus rapide. Donc là on doit déjà être sur l'autre instance, vu que j'ai rien changé dans l'appli, ça se voit pas nécessairement beaucoup. Mais par contre dans les métriques, Là, il est en train de recevoir les premières qui devraient arriver. Et donc, on va voir arriver les métriques en temps réel. Alors, des fois, le temps que les premières métriques arrivent est un tout petit peu long. Mais tout de suite va se mettre en place. Bon, je vais aller chercher les métriques de quelque chose d'autre. Là, par exemple, j'ai un Rocket Chat basé sur Docker. Les métriques qui vont être disponibles. Non, justement, on n'avait pas activé les métriques dessus. Donc, métrique est bêta. Donc, parfois, il y a des applis qui ne l'ont pas d'activé par défaut. Ça va bientôt changer. On va faire la bascule dans les 2-3 semaines qui viennent. Parce que là, du coup, les premières métriques sont bien arrivées. Ouais, donc, voilà. Donc, les métriques sont arrivées. Donc, on voit qu'on a notre CPU, notre RAM, notre network qui a commencé à arriver. Et donc, dès le début, n'importe quel développeur va voir ça. Après, ce que ça peut donner sur des applicatifs qui fonctionnent depuis un moment, si je vais dans les benchmarks, le net n'est pas hyper vif. Donc là, par exemple, je pense que je vais avoir des métriques là-dessus, j'espère. Non, j'ai pas fait de métriques là-dessus. Parce que là-dessus, on a fait des métriques dans Python. Ok, bon, je vais aller sur des trucs où je sais qu'on a des métriques. Si on prend par exemple le site de Clever, qui a ses propres métriques, on va voir qu'on a de la métrique qui du coup, elle, court sur un moment. Donc je suis désolé pour ce loader qu'on voit beaucoup, mais le net ici n'est pas hyper vif. Et en fait, quand vous affichez des métriques, vous transférez pas mal de data en fait. Et donc là, on voit sur un site qui est vraiment utilisé, il y a de la charge de CPU qui bouge. La RAM est somme toute relativement stable, hein, puisque du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge entre 210 et 220 MB de RAM consommés. C'est pas très pertinent. Par contre, on voit qu'en réseau, on a du mouvement. Après, c'est pas en valeur absolue, c'est pas délirant, mais à chaque fois qu'on va faire une requête, globalement, on va voir le réseau bouger. Et si après on décide d'aller vers des fonctionnalités plus avancées, ben on va récupérer la liste de l'ensemble des métriques qu'on a. C'est quand tu veux, mon chou. Et donc là, on va dire, par exemple, je vais récupérer les métriques sur les 2 dernières heures et je voudrais avoir le nombre de process qu'on forqué au sein du kernel. Et ça, tout de suite, je vais pouvoir me balader dans ces métriques-là, les récupérer, avoir de la mise à jour en temps réel sur l'ensemble de ces métriques-là. Il se trouve que globalement, c'est des chiffres qui tournent entre 9000 et 10 000. Enfin, par contre,
peut-être être plus intéressant sur les 6 dernières heures, à condition que la bécane ait été bootée autant de temps. Mais on va pouvoir, comme ça, travailler et voir la progression sur l'ensemble. Donc les connection tracks, par exemple, les contract count, etc., on va les avoir également, ils sont disponibles, on a l'ensemble de ces métriques-là. Et si je décide, donc là on voit les contracts et on voit que manifestement on a dû faire des tweets avec des choses, parce que manifestement il y a eu de la connexion aux alentours de 10 heures, on a eu beaucoup plus de connexions. Donc on a eu manifestement un événement qui était intéressant. Et si de toute façon je veux travailler moi-même, ici je peux aller chercher le warp script et l'exécuter pour avoir mon propre usage du CPU, voire même si je décide, aller directement dans le Quantum, puisqu'on a des liens présignés qu'on fournit qui te permettent d'aller bricoler directement dans le Quantum ta data dans le système. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc merci beaucoup d'être venu voir ce talk. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me choper sur Twitter et à me faire du feedback là-dessus. J'ai également fait un coupon pour ceux qui ont envie de tester Clever Cloud. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Une question traditionnelle, très conne, c'est quand tu fais du JMX, est-ce que tu as de l'overhead? Est-ce que ça te fait par rapport à la fonction longueur que tu veux faire? Alors, est-ce que le JMX génère de l'overhead? Oui. Parce que, en fait, à partir du moment où tu regardes un truc, tu le regardes, surtout que là, en plus, on sort de la data de la VM pour l'envoyer à un autre process, etc. Donc oui. Après, est-ce que pour autant on considère qu'il ne faut pas le faire? Bah non, on considère que c'est un mal nécessaire. L'overhead n'est pas si gros que ça en fait. De toute façon, le JMX est activé dans ta VM parce que si vous vous connectez via JConsole, vous allez le voir, donc il est activé. Là, c'est le fait d'aller le chercher et de l'envoyer à autre chose. C'est de la discussion de process interne sur la machine, c'est pas si gros que ça. Sauf si bien sûr tu es tombé sur un malade mental qui a graffé des tonnes de trucs et que du coup sortir toute la data, etc. ça prend du temps. Mais c'est pas si gros que ça comme overhead. Après ouais, il y a de l'overhead. Mais par contre, la façon dont est implémenté JMX dans la JVM, à ma connaissance, fait que le fait d'aller regarder les métriques ne bloque pas l'exécution de ton programme. Alors c'est pas tout à fait vrai sur les managed bins. Parce que dans les managed bins, tu as des conditions triguées par JMX de gérer des scalabilités, etc. Mais j'avoue que je n'ai pas fait de managed bins depuis un temps relativement certain. Mais je sais que là, tu peux peut-être générer de l'overhead si tu utilises des managed bins à un endroit. Il faudra que je regarde ça, parce que du coup, nous, on supporte tout le J2E standard. Il faudrait que j'aille jouer avec du JBoss et des trucs comme ça pour voir ce que ça donne. Mais théoriquement, tu ne vas pas générer beaucoup d'overhead. Après, il y a un moment, si tu génères 50 gigas de data dans ton JMX, le temps que je les envoie de la bécane ou machin, je suis en train de transférer 50 gigas, ça va pénaliser le network, ça va pénaliser le CPU, ça va pénaliser tout le monde. Mais là, c'est probablement que tu es en train de faire de la merde à un instant T, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une deuxième question. Tu parlais de la possibilité de fetcher à partir d'un moment, à partir d'une certaine analyse, voir que tu commences à avoir un comportement erratique, pour pouvoir affiner, en fait, avoir d'autres métriques. Est-ce que ça veut dire que tu as une notion de variation de génération de métriques dans le temps par rapport à des sortes de patterns, des choses comme ça? Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Quartan lui-même génère un certain nombre de séries temporelles qui correspondent à sa propre santé. Et donc, du coup, tu vas derrière enregistrer ces séries temporelles-là et faire de la stat sur ta propre météorologie du cluster en lui-même. Donc, effectivement, tu peux faire ça et comme tu as des regex, tu peux le faire. Après, les regex sont... Pour finir, jouer avec les regex dans les time series sont assez coûteux. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt multiplié... On a fait plus de labels que ce qu'on avait prévu pour gagner du temps, même si en faisant ça, du coup, on a multiplié la... Ah zut, c'est quoi le mot? Enfin, on a multiplié globalement le nombre de séries qui étaient stockées dans le store parce que du coup, tes labels, en fait, génèrent des pseudo-séries, en fait. Enfin, des pseudo-stacks. C'est ça, c'est des vues. Quoi? Ok. Je vais retrouver ce mot. Non, c'est pas ça, mais il y a un mot exact.
Pas d'autres questions? Pour ceux qui veulent, j'ai des stickers. Donc n'hésitez pas à venir vous servir en sticker. Et puis merci beaucoup de m'avoir écouté.